dans le civil. Avant de discuter entre nous, je vous propose d'écouter des témoignages. Ils sont jeunes ou moins jeunes, hommes, femmes, non-binaires. Ils ont accepté de partager leur expérience de vie en Corse dans le passé et le présent. Reportage signé Pierre Nicolas et Christian Giuliano. Le comédien Christian Rouspigne est né en 1969. Dès l'adolescence, il a compris qu'il préférait les garçons. Il venait dans ce genre d'endroit pour les rencontrer, à 2 pas du port de Porto Vecchio, 7000 habitants à l'époque. Ses souvenirs sont des sentiments mêlés. Ça a un petit côté sordide malgré tout. Oui. Ouais. Encore une fois, aujourd'hui, ça a évolué. Parlons bien. On parle de ma génération, d'accord. Donc oui, c'est aussi cette volonté de se cacher, cette volonté de ne pas se découvrir, cette volonté parfois aussi, parce qu'on le ressent jeune, très jeune, surtout adolescent, de se sentir sale. Genre, moi je dirais comme ça à l'époque, tant qu'à faire, on n'a plus peur de rien. Mais ça laisse des traces, et pas forcément des bonnes traces. D'ordinaire peu disert sur la question, Christian Rouspigne a accepté de participer au court-métrage de Jean Coste, jeune Brésilien passé par l'Université de Corse. Gare aux coquins est un docu-fiction évoquant les lieux de drague gay sur l'île. J'ai dormi pendant quelques jours sur cette plage quand mes parents avaient découvert que j'étais homo. Tu vois, il y a des gens qui se cachent dans ces petits coins. Après, ils montent là, derrière la tour. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que tout autour de la tour, il y avait plus de mecs que de nanas qui se baladaient. Oui, c'était compliqué parce que rares étaient les personnes qui pouvaient se découvrir sur leur orientation sexuelle. J'en faisais partie, il y en avait très peu. Et oui, ça provoquait peut-être des incompréhensions, surtout de l'incompréhension, et du coup une sorte de violence qui pouvait s'exprimer très gratuitement. Ouais, j'ai subi des agressions comme ça, psychologiques, verbales, et à un moment physiques. Mais pas ton visage sur l'appli. En Corse, c'est mal vu. À Paris, c'était des cabines téléphoniques. Jeune Corse, 20 ans, cherche petit cul à plastiquer. Qu'est-ce qui a changé? J'ai juste mûri, c'est tout. J'étais jeune. Souffle. Quoi? Souffle, vas-y. Plus fort, comme tu n'as jamais fait dans ta vie. On parle de la Méditerranée, parce qu'on peut bien sûr commencer par la Corse, mais on parle de la Méditerranée. Et oui, c'est patriarcal, c'est viriliste, tous ces domaines se prennent un coup dans la gueule en ce moment. Je ne sais pas quoi en penser d'ailleurs. C'est toujours pareil, pour moi il faudrait qu'on y aille un peu de douceur, quoi. Même s'il faut être violent. Oui, je l'ai vécu jeune, évidemment, dans les années 80, mais encore maintenant, ces conditions d'être dans une société et d'y participer, quand on est homosexuel, on se cache. Primé plusieurs fois, l'écrivain Claude Arnaud, qui a eu une compagne et plusieurs compagnons, se souvient aussi des tabous qui régnaient sur le village de sa mère dans le Bozio. Nous l'avons rencontré à Paris. La société corse, elle est comme elle est, avec ses traditions, avec ses principes. Je ne dirais pas sclérosée, c'est une société vivante. Et disons que sur ce point précis, particulièrement dans notre jeunesse, dans les années 60-70, c'était encore une société qui était vraiment fermée à l'homosexualité, qui ne pouvait pas l'intégrer, qui ne pouvait pas la comprendre et qui n'avait aucune envie de la comprendre. J'ai connu encore des vies entières de silence, de gens qui ne disaient rien à leur mère, qui ne disaient rien à leurs frères et sœurs, et qui vivaient souvent, qui quittaient l'île, qui allaient vivre sur le continent ou ailleurs, et qui étaient supposés être des célibataires, qui avaient des aventures féminines de temps en temps, mais qu'on ne voyait jamais. Dans son dernier ouvrage Le mal des ruines, l'auteur aborde la question avec des mots tranchants. Je mesure soudain ma chance d'être né à Paris. Je peux dire et penser ce que je veux, aimer comme je l'entends, écrire sans crainte d'être menacé. On ne devient réellement tolérant aux idées et aux mœurs de ses voisins que dans les cités excédant le million d'habitants, même si c'est au prix de l'indifférence, je le crains. Trop de types humains y cohabitent pour qu'on exige d'eux le respect d'un modèle unique. Je ne veux plus être corse, même à moitié. Mon premier compagnon, qui était corse d'origine aussi,
à l'âge de 16 ans au village, s'est retrouvé l'été, a suivi un garçon qui lui plaisait. Il s'est passé ce qui pouvait se passer. Il y a eu une battue immédiatement parce qu'on a trouvé que c'était anormal qu'ils s'éloignent plus de 5 minutes. Ils ont été surpris et il dit ça a été le choc de ma vie. J'ai vu dans les regards une tension de haine et de rejet qui était extrêmement violente et qui était parce que c'était inconcevable, c'était pas pensable. Il en est pourtant comme le journaliste de RCFM Alexandre Sanguinetti qui ont eu ici, plus tard certes, une homosexualité heureuse. Il s'en excuserait presque auprès des associations militantes. Non, lui n'a pas vécu l'enfer. J'ai jamais eu de soucis ici. Moi, si j'ai pu en connaître, à la limite, c'est même ailleurs, plutôt sur le continent, parce que j'ai tourné dans d'autres locales, d'autres endroits. Plutôt, oui, des réflexions ou des remarques, j'en ai eu ailleurs, mais jamais ici, franchement. Des insultes de temps à autre, oui, mais bon. Après, moi, peut-être que j'ai je sais pas, j'ai un esprit dur comme la pierre, je suis têtu, je suis tout ce que vous voulez. Et du coup, ça me glisse un peu dessus, quoi. Lorsqu'on est dans la rue et qu'on s'en prend un PD, bon, oui, bravo, tu es observateur, magnifique. Une des chances d'Alexandre a été que son outing ne l'a pas coupé de sa famille. Ça s'est passé très simplement. J'ai eu quelques angoisses effectivement au moment de dire à mes parents, à papa, maman, je préfère les garçons. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Mes parents ont très bien réagi. C'était la veille de mon départ en fac. Donc après mon bac, j'avais passé l'été, etc. Et puis juste avant de partir, je me suis dit quand même, je sais que c'est en moi, je sais que c'est comme ça et je vais leur dire, quoi. Et donc je leur ai dit, ça s'est bien passé en fait, ils ont assez bien réagi. C'est pas quelque chose à mettre en avant plus qu'autre chose en fait, dans ma personnalité. Je suis journaliste, j'ai 42 ans, j'aime les hommes, j'écoute de la musique, j'écris, je peins, je joue aux jeux vidéo, enfin tout ça, ça me caractérise. Et tout ça en fait. Donc je trouve un peu réducteur aussi, en fin de compte, de ne se résumer soi-même, de ne se définir soi-même que comme ça. Voilà, après je suis homosexuel certes, mais pas que. Et les jeunes dans tout ça. Au parc de l'Annonciade à Bastia, les élèves du lycée Giocante de Casabianca ne se cachent plus quand ils préfèrent des personnes du même sexe, mais seule une adolescente a accepté de témoigner à visage découvert. J'ai longtemps caché que j'étais bi, plus vers les filles en tout cas, parce que j'ai toujours été dans des classes où il y avait les garçons qui étaient contre. Ils traitaient les gens de pédés carrément quand ils aimaient une autre fille ou un garçon. Donc du coup, je me suis toujours cachée. Mais vers le lycée, j'ai commencé à plus... j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi, donc du coup, j'ai commencé à plus m'aimer, on va dire. Je pense pas qu'il y ait trop de provocations. On dit juste ce qu'on pense. Parce qu'on ne peut pas ne pas aimer une personne qu'on aime. C'est comme si vous me disiez ma couleur préférée, c'est le bleu. Vous ne pouvez pas me dire ah pourquoi t'aimes le bleu, c'est moche, c'est parce que j'aime le bleu. Le bleu c'est ma couleur. Donc c'est comme si ah pourquoi tu aimes cette fille, parce que je l'aime. Comme ça, je pourrais pas. Non, je comprends pas les gens qui sont contre ça. C'est pour ça il faut qu'on le dise. Il faut que si vous comprenez pas, on va faire des manifestations pour le dire. On va continuer tant que ça rentre pas dans le cerveau. Oui. Voilà. Des gens font des remarques déplacées ou juste des insultes ou des choses comme ça. Mais en fait, avec le temps, on apprend juste à les ignorer. Et je trouve que même avec l'âge, ça passe. En fait, je suis attirée par les garçons et par les filles. Mais plus par les filles. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais c'est au fil du temps que je l'ai découvert. Je n'ai pas d'âge précis. Je l'ai senti arriver et je rejetais ça avant. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Je savais même pas que ça existait en fait. Mes parents sont totalement homophobes. J'en ai parlé à absolument personne, à part ma sœur. En fait, j'attends que ça, qu'il y ait un conflit. Parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont fermés. Ils ont toujours insulté les personnes qui étaient discriminées. Parce que eux, ils sont blancs, ils sont hétéros. Ils vivent en France, enfin, voilà. J'ai habité sur le continent pendant assez longtemps, on va dire. Il y avait des gay pride absolument dans toutes les villes. Et la Corse, c'est bien le seul endroit où il n'y en a pas. Il y a aussi celui qu'on appellera Oliver, né avec un corps de fille mais qui veut devenir garçon. Pour lui, la problématique est plus complexe encore.
Quand est-ce que vous avez compris que ce corps de fille ne vous convenait pas finalement ? Pendant le confinement, où étant donné que c'était un moment où je restais très seule, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui était identité de genre, etc. Et surtout que beaucoup de personnes maintenant en parlaient beaucoup plus qu'avant. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un de cis et que du coup, je me définissais pas en tant que fille. Quelqu'un de Cisgenre, c'est-à-dire quelqu'un qui est en accord avec son genre assigné à la naissance. Ma mère a beaucoup dit pendant un bon moment que c'était juste une phase et que ça allait me passer. Mais maintenant, elle l'accepte et elle essaye de faire le maximum d'efforts qu'elle peut pour me genrer correctement, etc. Et mon père l'a très bien pris. Il a dit que tant que j'étais heureux dans mon corps et de la manière dont je m'exprimais, c'est ce qui comptait. Mon corps actuellement me dérange, oui. Il y a certains aspects qui me dérangent. Mais je pense pas faire une transition totale. En tout cas, ce n'est pas pour l'instant dans mes projets d'avenir. Mais sûrement une mammectomie partielle à totale. Pour la sexologue Sandrine Franchichi, installée à Bastia, les jeunes Corses défendent plus leurs orientations sexuelles, même si l'île reste un village. J'ai constaté que oui, il y a beaucoup d'adolescentes, plus que des adolescents, qui affirment leur homosexualité, plus que leur bisexualité. Il y a aussi, je pense, la recherche de soi, parce qu'effectivement, on peut commencer sa vie sentimentale et sexuelle avec une femme en étant femme, et pas forcément finir avec une femme. Donc peut-être qu'elle se cherche. Alors quand on est homosexuel, je pense que déjà c'est difficile de l'annoncer à ses parents en règle générale. Quand on habite dans une grande ville, on ne franchit pas, il y aura vraiment la famille. Chez nous, on extrapole un peu plus. C'est-à-dire qu'il y aura le cercle familial et qu'est-ce que vont dire les autres ? Qu'est-ce que vont dire les voisins ? Que vont dire les gens du village ? Que va dire la boulangère en fait ? Mais les mentalités évoluent. Certes, quand on tend le micro aux Corses, il arrive encore d'entendre ce genre de choses. Pour moi, c'est une maladie. Donc la maladie, pour la guérir, c'est pratiquement impossible. Ils sont comme ça. C'est la nature, c'est leur corps qui demande ça. Alors c'est la nature ou c'est une maladie ? Non, la maladie dans la nature. Mais pour la grande majorité, l'homosexualité ne pose plus problème. Depuis que j'ai assisté au premier mariage gay à Montpellier, pour moi ça n'a pas été une grande différence, homosexualité ou pas. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'exprimer de leur manière, telle qu'ils soient, moi je les encourage en fait. Chacun fait sa vie comme il entend. Et je n'ai pas jugé, quoi. Chacun son choix, chacun sa vie, quoi. L'essentiel, c'est qu'il accepte et qu'il en profite, quoi, c'est tout. Que si demain, vous voyiez un couple, ici, place Saint-Nicolas, qui se tient par la main, qui se fait agresser parce que c'est 2 hommes ou c'est 2 filles, vous iriez peut-être intervenir pour arrêter l'agression ? Oui, bien entendu, oui. Comme si on agressait un couple, un homme et une femme qui se promènent normalement. Je vois pas pour moi, c'est une forme de lâcheté que de les agresser. Si ma fille demain faisait son coming out, tout ce que j'espère, c'est de l'accompagner au mieux pour que la société, justement, lui soit la plus tolérante et la plus bienveillante possible. La famille, c'est un cocon et c'est fait pour protéger. Seul bémol, peut-être, certains événements très revendicatifs auraient plus leur place à Paris qu'ici. Gay Pride en Corse, c'est peut-être... je ne sais pas trop, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu déplacé encore, malheureusement, quoi. Mais, Tout le monde peut s'exprimer, mais c'est vrai que ce qu'on voit comme à Paris, c'est quand même extrême, où on voit des gens quand même quasiment nus sur des estrades. C'est plus un spectacle, et là, voilà, c'est un peu extrême, là, à ce niveau-là, oui. Parmi les choses qui manquent en Corse, certains nous parlent des cours d'éducation sexuelle, encore assez rares à l'école, ou d'établissements festifs dédiés à la communauté LGBT. Mais pour les principaux concernés, l'apaisement viendra d'autre chose. C'est pas une douceur, mais un dialogue qui peut être une discussion au sens propre du mot, avec des hauts, des bas, mais une vraie curiosité aussi. C'est ça, le comprendre au sens latin. Curiosité. Il serait temps que la Corse se dise
c'est quoi le problème? Enfin, j'ennuie personne avec mes histoires et personne n'a à m'ennuyer avec ça. Moi, je pense que ce qu'on peut espérer, c'est de l'indifférence, et plutôt de l'indifférence pas malveillante. Voilà, l'indifférence, ça coexiste, coexistons, c'est très bien, et sans agressivité. Voilà, si on pouvait arriver là, ça serait formidable. Le dialogue passera sans doute par les élus et les associations, mais c'est toute la société corse qui doit s'en saisir. Et nous sommes de retour dans ce nightclub et salle de concert La Montagne à Ajaccio, où fut organisée la première soirée LGBT en 2017 avec nos invités François Charles, réalisateur, Caroline Torres, anthropologue, auteur d'une thèse sur le féminisme et le nationalisme, et Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité homme-femme et psychologue aussi. Avant de vous donner la parole à tous, je voudrais féliciter Pierre-Nicolas et Christian Giuliano pour ce reportage très sensible au cours duquel ils sont parvenus à gagner la confiance de ces témoins. Alors, la solution, disent ces témoins, justement, pour améliorer la vie quotidienne des personnes LGBT, passera par la curiosité ou l'indifférence. Mais ces attitudes ne sont-elles pas totalement opposées ? Finalement, on se rend compte que c'est deux façons de répondre à un mal qui semble être communément partagé, qui est celui de l'invisibilité. Pour tenter de vivre heureux, vivons cachés nécessairement, François, Charles? Non, pas nécessairement. Effectivement, c'est une sorte d'injonction un petit peu dominante qui revient. Pourquoi ? Parce que la discrétion permet d'éviter les agressions. Quand on a un passing hétéro, quand on est, ou qu'on est discret, qu'on n'est pas visible, ça permet d'éviter que ce soit des remarques ou des agressions physiques aussi, c'est possible. Ouais. Est-ce que c'est pas un mal qui est partagé par toutes les communautés, ou toutes les sociétés faiblement urbanisées, où il y a une forte promiscuité? On entendait ce médecin sexologue dire que quand on fait son coming out en Corse, c'est tout un cercle, c'est un cercle plus large qui va être informé, qui aura l'info quelque part. Ce qui n'est pas le cas dans une grande ville. Caroline Torres. C'est sûr que dans le tissu social de la Corse, forcément, c'est différent puisqu'il y a ce phénomène de tout le monde se connaît. Donc forcément, les informations se diffusent beaucoup plus vite, peut-être. Par contre, dans une grande ville, je ne suis pas sûre que ce soit forcément beaucoup plus simple, dans la mesure où soi-même, même si on n'est pas dans un tissu familial étendu comme en Corse, on a quand même un réseau social, des connaissances, etc., une vie quotidienne qui fait que, de la même manière, l'information peut se diffuser et créer les mêmes dégâts selon les réactions des personnes. Ça vous agace, Lauda Guidicelli, qu'on dise que c'est pire en Corse qu'ailleurs, quelque part ? M'agacer, non, ça soulève des questionnements parce que ça veut dire que quelque part, quand on prône une société tolérante, bienveillante ou l'entraide, parce que c'est ce qu'on mettait souvent en avant, dans des petites sociétés, que l'entraide était plus facile qu'ailleurs, on se retrouve aujourd'hui à devoir constater que c'est pas forcément le cas. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on évolue et on va surtout vers plus de tolérance. Alors, pour autant, il y a quand même ce phénomène d'invisibilité qui est encore très fort, François Charles. Beaucoup d'homosexuels n'assument pas le fait d'être homosexuels de manière publique, ont des doubles vies, mènent véritablement des doubles vies, sont mariés, ont des enfants. C'est pas sans danger, à la fois pour la santé mentale et physique d'un individu, de se cacher de cette façon. Moi, j'ai trouvé le sujet en fait très bien fait et très riche parce qu'il montre la diversité. En fait, des parcours. Il y a autant de façons de vivre son homosexualité, sa bisexualité, sa transidentité qu'il y a de personnes. Il y a de personnes qui viennent de milieux familiaux, de milieux sociaux. Donc, il n'y a pas voilà. Il y a même des personnes homosexuelles qui ne se reconnaissent pas dans l'acronyme LGBT ou dans le communautarisme ou le militantisme LGBT. C'est encore une autre étape de visibilité qui est plus militante, qui est plus combative. Donc, il y a des gens qui simplement vivent leur homosexualité soit dans un cercle privé, soit qu'ils arrivent à Vous êtes un petit peu embêté par un insecte. Ils arrivent peut-être à l'étendre au cercle professionnel. De là à l'assumer publiquement devant une caméra, c'est encore autre chose. Donc voilà, l'invisibilité
protège aussi ce que je disais pour les hommes homosexuels, les injonctions dominantes de virilité, de discrétion, sont là pour nous protéger d'agressions potentielles. Mais le reportage le montre, la société corse évolue. Moi, je suis très surpris de cette jeunesse en fait qui s'empare de tous ces concepts et qui. On va y revenir, mais vraiment, est-ce que ça ne présente pas un danger de vivre une double vie toute sa vie, de rencontrer des gens sur une application de rencontre type Grindr, et puis d'être marié, d'avoir des enfants, parce que ça existe ça encore. Des gens qui affichent cette virilité, qui ont le stéréotype du treillis, du pick-up, et qui ont des enfants. Non mais ça existe, et qui sont mariés et puis qui de temps en temps rencontrent un garçon de manière cachée comme ça. Peut-on être heureux quand à ce point ça pose de vraies questions. Oui, la violence, à la limite, elle est plus là pour les personnes eux-mêmes qui sont tiraillées entre ce qu'ils sont fondamentalement et qui ne peut pas s'exprimer, en fait. Là, c'est une violence. Après, effectivement, la clandestinité peut amener des problématiques de violence et le fait de y compris physique d'ailleurs. Quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas dans un lieu abandonné, déserté, on se met en danger en plus. Et le fait de ne pas pouvoir en parler, quand on est victime, je me mets à la place d'un adolescent ou d'une adolescente qui irait rencontrer quelqu'un dans la clandestinité, l'anonymat. Si cette personne se fait agresser, le fait d'être caché va forcément poser un problème pour aller porter plainte, pour simplement le dire à la famille, etc. Donc effectivement, oui, ça reste encore problématique, même si la société, attention, évolue, s'ouvre. On l'a bien vu, en effet, et le premier stade pour sortir de l'invisibilité, c'est effectivement dans les familles, dans l'intimité d'une famille, faire son coming out, c'est-à-dire dire à ses parents, à ses frères et sœurs qu'on n'est pas comme eux, éventuellement, qu'on a une autre orientation sexuelle ou une autre identité de genre. Est-ce que ça se passe mieux dans les familles corses globalement ? Est-ce qu'on a des indicateurs sur une évolution outre ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage, qui n'est pas un échantillon non plus sociologique, hein. C'est compliqué de répondre à ça puisqu'il n'y a pour le coup pas d'études qui existent. Il n'y a pas Alors Caroline fait effectivement un travail pionnier sur la question du genre, du féminisme en Corse, mais sur vraiment ces questions d'homosexualité, de bisexualité, c'est très compliqué de mener des études qui permettraient notamment de nourrir le travail des politiques, par exemple. Parce qu'il y a déjà la question du silence qui rend la chose particulièrement complexe, mais c'est nécessaire, voilà. Mais on ne s'est pas encore posé, ou en tout cas on n'a pas encore mené des recherches qui permettraient d'avoir vraiment des indicateurs précis sur le taux de violence. Est-ce que en proportion de la population corse, c'est plus ou moins violent que sur le continent? Personne ne peut répondre à ces questions. Alors, vous avez vous êtes en train de réaliser un documentaire intitulé sobrement OPD, pour lequel vous avez mené 5 ans d'enquête et vous avez recueilli des dizaines de témoignages de Corses, d'ici ou de la diaspora. Et globalement, il y a pas mal d'histoires assez dramatiques, quand même, d'histoires de coming out au sein des familles qui sont assez dramatiques dans vos récits. Mais ce ne sont pas l'essentiel des récits, mais la majorité, on peut dire. Oui, peut-être qu'on sort aussi d'un cycle où ça y est, maintenant la libération de la parole fait que les nouvelles générations sont un peu plus libres, même si, attention, je pense qu'elles sont exposées à des problématiques, notamment via les réseaux sociaux, dont on n'a pas encore mesuré quelles pourraient être les conséquences. Mais effectivement, oui, moi j'ai recueilli à peu près une 50aine de témoignages. C'était très très long d'amener les personnes à parler, comme dans le reportage, que ce soit face caméra ou anonymement. Effectivement, dans tous les cas, que ce soit la transidentité, l'homosexualité, tout ce qui sort de la norme pose un problème à un moment donné, parce que ça demande un arrachement, un étirement particulier, donc ça rend les choses plus complexes. Après, ça dénote aussi d'une formidable résilience de l'humanité. Voilà, la question initiale que vous posiez, c'était sur comment dire, est-ce qu'on vit mieux ou moins bien, ou est-ce que les réactions sont positives ou négatives? Ça, c'est inhérent à l'humain, en fait. Chacun va réagir très très différemment en fonction de ce qu'il est et en rapport à ce sujet-là. Lauda Giudicelli, à la Maison des adolescents, où vous consultez toutes les semaines, est-ce que vous avez des adolescents qui, en détresse, à l'occasion de coming out, vous les rencontrez, ou est-ce que vous constatez que quand même les choses s'apaisent sur ces questions-là?
Alors je rejoins François sur le fait qu'on a une nouvelle génération qui s'assume plus et qui est même revendicative, combative dans le bon sens du terme, hein, et qui éveille les consciences. Je pense que c'est important. Après, moi, en tant que psychologue, j'ai évidemment des jeunes qui se questionnent sur leur genre. J'ai des personnes qui sont nées filles mais qui maintenant se genrent au masculin. Donc c'est vrai qu'en famille, c'est toujours pareil. Hein. La famille, si elle est bienveillante, forcément, ça se passe bien parce que ça accompagne et puis on peut faire circuler la parole. Après, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que je pense qu'eux-mêmes sont aussi dans une phase d'adolescence où c'est un peu en transition, donc ça demande aussi de s'affirmer. Mais généralement, c'est peut-être pas forcément leur orientation sexuelle ou la question de genre qui leur pose problème, c'est autre chose avec l'école. Mais il y a quand même une vigilance à avoir, notamment sur des moqueries, la simple insulte au PD qui peut faire des dégâts, et avec ce sentiment d'avoir en fait en face pas de réponse de la part de la sphère scolaire. Ce qu'on entend dans le reportage de Pierre Nicolas et Christian Giuliano, à travers le témoignage de notre confrère Alexandre Sanguinetti, c'est que quand même, quand on fait son coming out dans un environnement familial bienveillant, ça aide pour affronter l'extérieur. Il y a quelque chose de... Tout paraît plus simple. C'est la première étape, quoi. Je crois même que c'est l'étape essentielle, l'amour de ses proches, la peur du rejet que moi j'ai pu vivre dans mon adolescence en Corse, venant d'un milieu ouvert. Mon coming out comme ça a été dit par plusieurs intervenants dans le sujet, m'en a pas posé problème, mais je m'en étais fait un monde. C'est-à-dire que d'arriver à pouvoir déjà arriver à l'accepter, à accepter son homosexualité ou sa bisexualité, ou comprendre ce que ça signifie, parce que généralement on la comprend d'abord par les insultes, on la comprend d'abord par sa connotation négative, donc ça renvoie une image de soi extrêmement dévalorisée. C'est dur d'arriver à s'aimer, et c'est ce que dit la jeune fille très courageuse qui témoigne, parce que c'est ça, arriver à se réconcilier avec soi-même. Et si on a un environnement familial qui effectivement est solidaire et vous soutient, ça mâche le travail. Donc peut-être que pour répondre à votre question, beaucoup des hommes ou de femmes qui se cachent encore en Corse n'ont pas eu la chance d'avoir un milieu qui leur permettait de s'épanouir et de vivre comme ils l'auraient aimé. Et après, la culture, les mentalités, la politique font qu'on crée un contexte porteur ou plus favorable à cette différence. On peut en dire quelques mots. Il y a des milieux précurseurs comme ça dans une société. La culture, alors au niveau de la culture, tout va bien. C'est toujours des milieux en général, la culture est toujours à l'avant-garde. Mais effectivement, on a entendu l'acteur Christian Rouspini dans ce reportage s'exprimer très librement. On pense à des pièces de théâtre, comme une pièce de théâtre, par exemple, Main dans la main d'Alessandro Pecini, qui a rencontré un très grand succès, y compris dans les théâtres, mais y compris même dans les villages. Donc effectivement, le monde culturel est toujours un peu à l'avant-garde. Il y a votre film, en effet, mais on pourrait en citer d'autres, même Back to Corsica, la série diffusée sur Viastel de Félicia Witt. Par contre, certains milieux, comme la politique ou le sport, c'est à croire que absolument personne, tout le monde est hétéro-cis dans le sport et la politique en Corse. Est-ce qu'on peut croire à ça ? Non. Voilà, c'est pas possible. On est d'accord, c'est pas possible. Donc, comment expliquer, Lauda, vous qui passez pas mal de temps dans les couloirs de l'Assemblée de Corse et dans les couloirs de la collectivité de Corse, comment expliquez-vous que ce soit des milieux à ce point où la parole est si peu libre en Corse encore aujourd'hui ? Et le sport aussi, que vous connaissez bien, c'est votre portefeuille. Est-ce que c'est si peu libre ? Est-ce que c'est aussi cette volonté de ne pas mélanger sphère intime et sphère publique ? Parce que est-ce qu'on a besoin, quand on est homme ou femme politique, de monter à une tribune, de dire voilà mon orientation sexuelle, et si là, je ne sais pas. Après, je pense que c'est un peu comme tout, hein, on n'est pas homophobe, mais on essaie de ne pas trop en parler. On n'est pas misogyne, mais bon, on se questionne, peut-être Caroline en parlera mieux que moi, de la place des femmes. Enfin, on n'en parle pas trop. Après, moi, ce que je remarque quand même, c'est que en tant que conseillère exécutive, le président a eu la volonté de me confier la délégation d'égalité femmes-hommes. C'est quand même une première. Ça veut dire que c'est une première fois que la collectivité de Corse se donne d'une telle délégation. On veut aller plus loin en intégrant la lutte contre les discriminations. Et je pense que ce que disait aussi François, c'est que ça avance. Et je ne vois pas comment, sous une nouvelle mandature, on pourrait revenir en arrière et sortir ce type de délégation. Donc ça avance, mais après, il faut diffuser. Et je pense que c'est le terme de bienveillance, d'environnement sécure, de pouvoir dire qu'on peut être jugé au-delà de son orientation sexuelle aussi.
L'environnement. Vous voulez dire quelque chose, Caroline? Oui, c'est juste par rapport à cette question toujours de la visibilité, de l'invisibilité, du positionnement de chacun. Et ce qui ressort très bien d'ailleurs dans le reportage qu'on a vu, c'est que en fait, il y a cette idée de moi, l'homosexualité, effectivement, ça me dérange pas, mais par contre, voir l'homosexualité, voir directement être au contact d'eux, là, on sent que ça pose problème. C'est une réponse qui revient souvent. Quand je pose cette question dans le cadre d'entretien, etc., c'est l'homosexualité, ça ne me dérange pas, mais par contre, voir deux hommes se tenir la main dans la rue ou s'embrasser, non. Moi, je ne veux pas que les homosexuels s'affichent dans l'espace public, par exemple, mais s'ils restent chez eux, qu'ils font des choses entre eux, ça ne me dérange pas. Donc, on revient toujours à cette question de... Voilà, cette question de... Et pourtant, c'est évidemment... essentiel de rendre visible ce genre de choses, comme pour toute autre cause qui connaît des difficultés. C'est évidemment essentiel, c'est la clé de rendre visible. Après, évidemment, chacun, c'est quelque chose de lourd à porter. Évidemment, c'est pas évident, encore plus si on est sous le feu des projecteurs. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, le travail des associations est essentiel justement à ce sujet. Je voudrais qu'on dise quelques mots du Refuge, qui est une association qui vient en aide aux jeunes qui font leur coming out et pour qui ça se passe très mal, qui se font parfois chasser de leur maison. Ça existe. Il y a des familles qui chassent leurs enfants, qui les mettent à la rue, qui sont mineurs en plein hiver, en pleine fête de Noël, si le coming out se fait à ce moment-là. Et ces gamins se retrouvent à la rue et ils sont recueillis donc par cette association. Il y avait un représentant en Corse du Refuge qui était bénévole, qui a pendant des années fait ce travail en Corse. Il a arrêté pour des raisons multiples et personnelles et il n'a pas été remplacé. Est-ce que c'est un vide très important? Et là, j'imagine que c'est essentiel ce genre de structure et nous n'en avons pas ici. François peut-être en parlera mieux que moi, mais je pense que de toute façon, les associations ont leur place sur le territoire et des associations aussi comme le Refuge qui pointent quand même une des phases noires d'un coming out. C'est-à-dire que oui, il y a des outings qui peuvent très bien se passer, mais à l'inverse, il y a des moments où ça se passe très mal et où, vous l'avez dit, hein, les enfants, les jeunes sont mis dehors. Donc je pense aussi que c'est bien d'avoir un refuge pour pouvoir être accueillis et pour avoir aussi des personnes qui sont, je dirais, spécialisées dans cette question. Et alors concrètement, est-ce que le refuge va revenir en Corse? Vous avez des informations là-dessus? Moi, j'ai entendu que possiblement il y aurait une relance, je dirais, de l'activité du refuge, mais j'ai pas plus d'informations. Mais je pense que ça a toute sa place sur notre territoire. Alors, autre association, et vous n'y êtes pas pour rien, François-Charles, c'est l'ARC, ou c'est l'association LGBT en Corse que vous avez créée en 2017. Vous en avez fait partie, vous l'avez quittée. On peut vous demander pourquoi? Dissension d'idées, de lignes politiques. Comme ça arrive souvent dans les associations. C'est le péril. Dans le militantisme. Dans le militantisme, en tout cas, c'est le danger dès lors qu'on est bénévole et qu'on est sur des sujets sensibles. On n'a pas tous la même vision des choses, les mêmes idées, tout simplement. Et vous en aviez été président quand même aussi, je précise. Ouais. Le premier président. Je précise quand même que nous avons invité les représentants de l'ARC, mais que s'ils ne sont pas sur ce plateau, c'est pour des simples problème d'emploi du temps. Voilà, donc c'est aussi trivial et bête que ça. Et il y a une autre association qui avait été créée il y a peu de temps qui s'appelle Bienvenue chez vous à Yatch. J'ai contacté aussi ses représentantes qui m'a expliqué que l'association avait été mise en sommeil puisqu'elle, face aux difficultés à militer qu'elle rencontrait. Donc finalement, on se rend compte à quel point la communauté LGBT en Corse a du mal à s'organiser. Et est-ce que c'est pas dommageable déjà à la cause? Et comment l'expliquer? En fait, je rebondis sur ce que disait Caroline, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que LGBT, on ne se reconnaît pas forcément dans l'acronyme parce qu'on est aussi tributaire des mentalités dominantes. Vous avez beaucoup d'homosexuels qui trouvent que la visibilité, c'est pas forcément la solution, en fait. Mais alors, pour ce qui concerne l'ARC, où c'était pas la première association, il y avait Femugui, il y a les associations de lutte contre le SIDA, oui, qui étaient déjà sur le terrain avant. Donc, il y avait déjà l'ARC, ou peut-être c'est la médiatisation qui a changé la chose. Voilà, mais les difficultés... Oui, effectivement, si on a des personnes engagées qui veulent travailler sur des dossiers pour faire... Que ce soit quelles seraient les actions à mener en Corse aujourd'hui, alors? Déjà, les actions à mener, moi je pense qu'au niveau de la santé, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas spectaculaire, c'est pas justement les grands affichages, etc. C'est très technique, mais Alors, vous aviez eu une initiative. Au tout début, vous aviez créé un label Corsica Gay Friendly.
Alors ça, c'était encore autre chose. Ah, d'accord, c'était justement pas à l'initiative d'Anthony Casanova, qui était à l'époque s'occupait du refuge, délégué territorial du refuge. L'idée, c'était d'obtenir la participation symbolique de commerçants contre un don au refuge. Donc c'était simplement, ils adhéraient au refuge et les établissements étaient estampillés, si je puis dire. Ils affichaient un macaron sur leur devanture pour expliquer qu'ils pouvaient accueillir. C'est ça, ce qui a fait un peu polémique aussi, parce que évidemment, les commerçants ne préjugent pas ou ne discriminent pas systématiquement. C'était utile pour les lieux de nuit, pour les bars, pour les hôtels, pour ce genre de choses. Donc si vous êtes homosexuel, si vous êtes trans, vous pouvez aller dans ces établissements, personne ne vous ennuiera. C'est ça que le message. C'est ça que le message affichait. C'était ça que le message voulait afficher. Des lieux safe entre guillemets, où dans un bar vous pouviez éventuellement embrasser une personne de même sexe. Et quel est le bilan de cette initiative alors ? Je crois que je suis pas sûr que l'opération ait été reconduite. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait plus de lieux dédiés, il y avait des lieux de nuit avant en Corse. À chaque fois, c'était des initiatives qui n'ont pas duré très longtemps, qui n'ont pas été très pérennes. C'était l'Elton, l'éclectique, l'aquarium. Comment expliquer qu'il n'y ait pas de lieux comme dans la plupart des villes en Occident? Déjà, le monde de la nuit, c'est particulier. Il y a d'autres incidences ou causes qui peuvent faire qu'un établissement ferme, qui n'est pas forcément lié à l'objet à la clientèle qui reçoit. À la clientèle, voilà. Donc voilà pour les raisons. Mais effectivement, ça manque parce que c'est peut-être la principale différence avec le continent. La problématique, elle est territoriale, elle est liée au territoire insulaire. Quand vous êtes adolescent, jeune, à Toulouse ou dans n'importe quelle zone rurale du continent, vous pouvez prendre un train, un bus, une voiture et aller dans la plus grande ville à côté, en tout anonymat, et être ce que vous êtes avec des gens comme vous. La principale difficulté pour la Corse, elle est liée au territoire et à l'insularité, et ça, c'est pas possible pour les jeunes. Donc, pas rencontrer des gens comme soi, pas pouvoir se lâcher, pas pouvoir être ce qu'on est, être toujours sous le regard de l'autre, ce que disait Caroline, l'importance du poids, et dans le sujet c'était évoqué aussi, le poids du regard de l'autre est très structurant en Corse. On est en permanence sous le regard de la famille, des proches, etc. Donc ça rajoute une couche de pression. Et la question des prides, alors les prides, ce sont ces parades, ces marches de fierté qui ont été inventées dans les années 60, qui sont apparues dans les années 60 aux États-Unis, pour que justement ce soit des moments de liberté, de libre expression et éventuellement de rappel de certains messages de lutte contre les discriminations. Il y en a dans toutes les grandes villes occidentales, il n'y en a pas en Corse. Vous aviez créé, je crois, l'Arc suite à une déclaration de Marlène Schiappa, à l'époque secrétaire d'État justement à l'égalité homme-femme, qui voulait en organiser une en Corse. Et vous vous êtes dit, mais attends, c'est pas à vous de faire ça, c'est à nous éventuellement. En fait, on a constitué l'Arc pour ça. C'est-à-dire, Marlène Schiappa a fait cette déclaration sortie de son chapeau d'un conseil ministériel. On n'organise pas une Pride, c'est pas le pouvoir qui téléguide. Parce que là, ça s'appelle du pinkwashing ou la récupération. Parce que c'est vraiment fondamentalement contre-culturel comme méthode, à la normalement, base, c'est la Pride. Et puis ça vient ça vient de la population, ça vient des associations, c'est pas le politique. Parce qu'à ce moment-là, justement, ça dessert la cause, parce que les gens se disent voilà, c'est les concepts à la mode, le politique veut faire Mac, donc voilà, on va utiliser ça. Et on s'est constitué à l'époque parce que ça a évidemment provoqué une réaction ultra virulente dans l'opinion, notamment sur les réseaux sociaux, où il y a eu des tombereaux de messages haineux. Et on a dit là, bon, ça suffit, il va falloir qu'on s'organise pour pas se faire voler notre parole, en fait, et pour pouvoir se défendre. Voilà. Est-ce que ce serait intéressant d'organiser des Gay Pride en Corse? Alors, vous êtes pour ou contre? Puisqu'il faut rendre visible, justement. Je rejoins ce que disait François, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le mouvement associatif estime que le meilleur moyen de s'exprimer, ça passe par une gay pride, par une manifestation ou quoi, c'est à eux déjà c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire comme action, qui sera le plus représentatif du message qu'ils veulent faire passer. C'est pas aux politiques de s'approprier telle ou telle manifestation. En revanche, moi j'estime que si les associations LGBT veulent passer par ce mode de communication, évidemment on le soutiendra, puisque ils auront que je qualifierais de festif plus que d'extrême, comme on l'a entendu dans le reportage. C'est vrai que c'est extrêmement festif, c'est des chars avec de la musique, des gens qui dansent, qui sont déguisés, travestis. Voilà, c'est le principe de la Gay Pride. Caroline, qu'est-ce que vous en pensez dans les rues d'Ajaccio? Moi, je pense qu'au contraire, ce serait très intéressant, puisque justement,
en termes de visibilité, on ne peut pas faire plus visible, justement. Et rendre quelque chose de visible, c'est rendre finalement quelque chose d'acceptable. Le rendre visible, le donner à voir à tout le monde. On s'habitue avec le temps. Vous pensez que c'est ça permet qui de fonctionne? Parce qu'au contraire, on pourrait penser que ça va. Certains disent oui, mais au contraire, il ne faut pas heurter ceux qui sont hostiles. Ça va les dresser encore plus. Ça va accentuer les clivages. Vous pensez que non, avec le temps, ils s'habitueront? Je ne pense pas qu'il faille raisonner dans ce sens-là. Je pense qu'au contraire, il faut voir plutôt l'aspect positif. Il y aura toujours des gens de toute manière qui s'opposeront, à qui ça ne plaira pas, comme pour chaque chose de toute manière. On ne peut pas faire adhérer tout le monde à quelque chose, mais je pense au contraire, c'est intéressant de le rendre visible, puisque de toute manière, ça va mettre le sujet sur la table, les gens vont en parler dans les familles, etc. Ça va devenir un sujet de conversation petit à petit, et c'est comme ça que petit à petit, ça devient acceptable. Eh bien, avant de poursuivre, regardons un extrait de... Oui, vous vouliez dire quelque chose? En fait, techniquement, il y a déjà eu une Pride, en fait. Oui, c'est vrai. Le BCV... Oui, bienvenue chez vous. Oui, le BCV a organisé bienvenue une chez marche vous, Ayat. à Vous l'avez organisé le 17 mai dernier. Donc c'est peut-être historiquement la première Pride Corse. C'était la première marche, en effet. Vous faites bien de le dire, parce que je l'avais noté et je comptais bien le dire. Mais comme le temps file, voilà. Non, mais effectivement, là, c'était le 17 mai, jour de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Alors, avant de poursuivre, regardons un extrait de votre documentaire, François Charles, inédit, car il n'a encore jamais été diffusé ou projeté, et pour cause, il est toujours... en cours de fabrication, il n'est pas tout à fait terminé. Donc merci beaucoup. Il s'intitule, comme je l'ai dit, OPD. Il mêle votre propre parcours et témoignage à celui de dizaines de Corses d'ici ou de la diaspora qui vous ont fait confiance. Extrait. Alors, je m'appelle Marc-Antoine, j'ai 26 ans, j'habite à Paris depuis 2018 et je suis né à Ajaccio. C'est au collège que ça a commencé un peu à se casser un peu la figure. C'était pas simple. En plus, moi, j'étais assez à l'écart. J'avais pas vraiment les codes forcément des autres. Moi, j'ai toujours souvenir en descendant de cet immense escalier, mais quand on descendait en bas, il y avait d'un côté les mecs habillés toujours en noir, avec les doudous, les treillis, les salomos aux pieds et tout comme ça. Et sur la gauche, on va dire les babos, quoi. Les gens avec un peu plus de couleur, avec un peu plus de liberté dans les vêtements, dans le choix. Pour moi, j'ai essayé de comprendre des choses à ce moment-là, quoi, de me dire pourquoi les garçons sont toujours enfermés dans des codes très rigides, quoi, qui sont souvent hérités de leur père ou de leur mère, et hérité en plus de ça de l'histoire de la Corse, quoi, avec une identité très marquée, très forte, avec parfois beaucoup de violence, beaucoup de colère, beaucoup d'énergie, avec l'idée de la patrie, de la nation. Pour moi, je me sentais pas vraiment à l'aise avec tout ça, quoi. Surtout qu'en plus, au collège, on me balançait toujours que j'étais pas assez corse, pas assez bronzé, pas assez ci, pas assez là. Du coup, pour se positionner, on se dit, mais... qu'est-ce que je suis, quoi. J'étais peut-être maniéré, enfin en tout cas de ce que les autres pouvaient voir. Comme je faisais pas du foot, j'étais efféminé. Tu vois, j'étais pas sur la même ligne que les autres garçons. Il y a beaucoup de traditions. Alors c'est quelque chose qui est, on le sait, nécessaire. Il faut de la tradition, il faut que ce qui s'est passé dans le passé puisse se transmettre dans les générations, tout ça, c'est un ancrage, c'est quelque chose d'important. Mais là où il faut être vigilant, c'est justement alimenter aussi cette culture-là. Il faut l'alimenter, on ne peut pas rester sur des choses hyper traditionnelles qui peuvent nous rendre vulnérables parce qu'on ne serait pas assez ouvert au monde ou qu'on serait peut-être freiné ou frustré de ne pas être les personnes que l'on souhaite être. Alors voilà, l'acteur Christian Rouspigny, qu'on avait entendu un peu plus tôt dans l'émission, qualifiait tout à l'heure la société corse de patriarcale et viriliste. François Charles, dans votre film, Marc-Antoine, qu'on vient d'entendre, décrit avec précision ce stéréotype de l'homme corse. Lorsque les modèles sont aussi stéréotypés, comment exprimer une identité autre? J'ai l'impression que ça, c'est quasiment impossible. Caroline? C'est une question compliquée, parce qu'effectivement, la société corse, mais comme j'ai envie de dire, toutes les autres sociétés, est une société patriarcale, contrairement à ce qu'on entend très souvent
on entend très Oui, souvent on entend la Corse, c'est un souvent, oui, matriarcat. non, En fait, c'est dans les familles, c'est les femmes qui décident. voilà, ma non. grand-mère décidait, etc. Ça ne suffit pas à faire une société matriarcale pour autant. Non, puisque les hommes ont le pouvoir, les hommes héritent, voilà. Exactement. Les femmes ont la main sur la sphère familiale, mais ça ne fait pas pour autant un matriarcat du tout. Donc, dans une société patriarcale, en plus au cœur de la Méditerranée, c'est sûr que ça redouble cette tendance au virilisme, forcément, et ça rend d'autant plus difficile d'en sortir. On en parlera sans doute après, mais on a vu les réactions lors de la manifestation à certaines pancartes. Voilà, je pense on peut en parler. On viendra, mais parlons-en. Oui, ça allait venir dans l'émission, mais on peut en parler, effectivement. Donc, effectivement, lors des manifestations de soutien aux couples homosexuels agressés l'été dernier à Massinadj, il y avait des pancartes qui ont été brandies dans la foule, notamment une FLN gay, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup choqué. Et on avait l'impression que c'était quelque chose d'un peu blasphématoire. Mais justement, parce que là, le symbole du FLN, c'est quand même le ribé. Bon, c'est quand même l'archétype de l'homme viril par excellence. Je veux dire, apparence militaire, attitude guerrière, port de l'arme, etc. Donc on est quand même dans une symbolique très très viriliste. C'est difficile de faire plus même. Donc forcément, ça a assez choqué. Mais ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'on a parlé de cette manifestation essentiellement pour ça d'ailleurs. Pas tellement pour la manifestation en elle-même. C'est-à-dire que le message a été est passé à la trappe à cause de ce genre de pancarte, vous pensez ? Mais en tout cas, on a plus parlé de ça, il me semble, que de la manifestation elle-même. De ça et d'autres messages sur des pancartes, alors que c'était, à titre personnel, je trouve que c'était un trait d'humour assez amusant, qui est bien dans la lignée de l'humour féministe qu'on retrouve depuis les années 70 dans les slogans. Donc c'est quelque chose d'assez classique et d'assez amusant, qui permet de mettre en lumière des points qu'on n'interroge pas d'habitude et de poser des questions. Justement, ça ouvre des débats, c'est plutôt intéressant. Et puis c'est un détournement qui est assez pertinent, c'est le Front de libération des gays. Donc finalement dans une manifestation comme celle-là, c'était plutôt pertinent. Il y a une autre pancarte dans cette manifestation qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Pasquale Paoli Eraghe. Alors là, je m'adresse à l'universitaire encore. Alors, cette rumeur sur l'homosexualité de Pasquale Paoli, ça fait effectivement très longtemps qu'on l'entend. Visiblement, il n'y a pas de sources historiques qui permettent d'en attester. Donc peut-être que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'études historiques. Sans source, c'est quand même très compliqué. Mais je me demande pourquoi l'université ne s'empare pas de cette question, au moins sur le biais des représentations. Pourquoi c'est quelque chose qui est si difficile à admettre aujourd'hui dans la société corse, que cette éventualité, en tout cas, que le père de la patrie puisse avoir été homosexuel ? Alors il y a quand même Antoine-Marie Graziani qui a fait des recherches sur toutes les lettres, tous les courriers notamment. C'est vrai, sur le courrier, ouais. Et dans tous ces courriers, il dit qu'il ne peut pas tirer de conclusion sur l'homosexualité ou non de Pasquale Paoli. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir qu'il pense que si cette idée a été évoquée dans les années 70-80, je crois, c'était parce que c'était l'époque en fait où les deux personnages ont été mis en concurrence, Napoléon voilà, ouais. Et que c'était pour desservir Pasquale Paoli. Ah oui, donc ce serait de la propagande, ce serait de la propagande anti-paoliste, voilà, c'est ce qu'il au XXe siècle. Et donc c'est intéressant de voir que son homosexualité supposée était censée faire diminuer le personnage. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Lauda Guidicelli, vous ? Je pense qu'en fait, homo ou non, ça n'enlève rien à ce que Pasquale Paoli a fait pour la Corse. Et je trouve que voilà, je rejoins Caroline, c'est-à-dire que la manifestation finalement qui avait quand même pour objectif de venir défendre l'agression d'un couple homosexuel, mais plus largement de lutter contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie, le message a été finalement relayé par le biais des pancartes et derrière, il y a eu quand même d'autres insultes à caractère homophobe, d'autres insultes. Donc on voit bien que finalement ce sujet, le débat a eu le mérite d'être posé et que le politique s'en saisisse et que c'est une question de société. Et je pense qu'il va falloir aussi la mettre, comme vous le faites aujourd'hui, on débat et c'est un sujet dont on doit s'emparer. Il faudrait que le politique s'en saisisse. Vous avez participé à cette manifestation. À titre personnel, pourquoi est-ce que vous y êtes allé ?
Alors j'y suis allée, pour déjà tout ce que je le fais à titre personnel. Moi je ne communique pas sur les réseaux sociaux, mais quand j'ai été alertée de cette agression... Mais c'était Lauda Gudicelli ou c'était la conseillère exécutive? C'était Lauda Gudicelli, la Bastiaise et la Corse aussi qui s'élèvent contre toutes les formes de violence. Mais c'était aussi la conseillère exécutive parce que je pense que quand on est élu dans un pays démocratique, on est obligé, je pense, de défendre des idées. Et moi, mes idées, c'est la tolérance, c'est la bienveillance, c'est aussi mon métier. Donc, je profite justement de l'émission, merci d'ailleurs de l'invitation et de pouvoir en parler à Lauda. Il y a quand même un grand absent de mon point de vue, c'est Gilles Simeoni, notamment dans les déclarations. Vous me demandez sur les élus, c'est pas la première agression au Malginage. On a eu une agression à Ajaccio, Laurent Marcangeli l'a condamné. Celle de Massinage a été condamnée par le maire de Bastia. Par le maire de Bastia, Pierre Savelli. On n'a même pas besoin, Pierre Savelli, de le solliciter, il le fait spontanément. Ils nous ont fait un accueil à Bastia avec François Tatti aussi. Donc, à l'époque de la création de l'ARC en 2017. Et François Tatti aussi a condamné l'agression. Jean-Christophe Angelini a condamné l'agression de Malginage. Donc effectivement, je saisis cette occasion pour interpeller le président de la région. En cas d'agression, c'est très important qu'il y ait une condamnation claire et sans équivoque de l'homophobie en Corse. Sinon, ça laisse le champ à plein de personnes pour dérouler des propos qui sont très violents, parce que c'est la double... On peut être victime d'une agression, et après, je pense surtout à la jeunesse corse, qui voit les commentaires sur les réseaux sociaux, et on parlait de l'invisibilité et des difficultés de s'assumer. Quand il y a un fond de commentaires hostiles, systématiques, etc., voilà ce qui fait qu'on a du mal à s'assumer, que ça peut emmener des problèmes de dépression, de suicide qui sont particulièrement prévalents chez les adolescents LGBT. C'est ça, quand je disais que les problématiques, ça découle du politique, mais et pas que, je veux dire, il y a des problèmes aussi. On a observé dans mon film, mon enquête, des problèmes structurels qui sont de la responsabilité de l'État. C'est-à-dire vis-à-vis de la prise en charge des plaintes par la police, les traitements en non-lieu par la justice. Voilà, c'est transversal, c'est tous ensemble, mais ça passe par un discours politique ferme. Et justement, il y a un autre point politique sur lequel les élus nationalistes ont été critiqués, c'est les députés au moment de l'adoption de la loi sur la PMA, la procréation médicalement assistée pour tous, pour toutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les femmes peuvent avoir accès à la procréation médicalement assistée, et que le lien de parenté femme-femme est reconnu en France, donc pour des couples homosexuels. Et nos 3 députés nationalistes se sont abstenus le jour du vote. Comment l'expliquer ? Alors, je ne peux pas expliquer leur choix. Je pense que... Vous en avez parlé avec eux? Alors, je l'ai évoqué avec eux. Ils ont choisi l'abstention. Moi, j'ai fait part de mon regret sur cette position, parce que de toute façon, je pense que François ou Caroline peuvent compléter mes propos, mais c'est hypocrite de voter contre, de s'abstenir, puisque de toute façon, si ce n'est pas fait en France, il y aura des moyens détournés. Et je pense que l'individu, on l'a dit un peu en introduction, il y a des individus, c'est du cousu humain, et on ne peut pas prendre un cas, le dupliquer à l'infini. Et je pense que la liberté de chacun doit s'imposer à partir du moment où, évidemment, elle n'empiète pas sur les droits et libertés des autres ou du plus grand nombre. Mais là, je pense que ce n'était pas du tout le cas. Donc moi, c'est un choix que je regrette, et c'est vrai qu'en tant que député, j'aurais voté favorablement. Mais ça vient questionner aussi plus largement l'accès aux droits des personnes LGBT. Et je pense que quand il y a un message politique qui est clair aussi au niveau du territoire de l'île, forcément après au niveau de l'État, ça donne aussi plus de poids pour mener à bien les actions et porter la voix main dans la main, associations et politiques. La question des droits, de l'égalité des droits est essentielle pour lutter contre les discriminations et l'homophobie. Je voudrais faire un petit rappel historique rapidement. L'homosexualité est dépénalisée en France seulement depuis 1981. L'homosexualité ne fait plus partie des maladies mentales répertoriées par l'OMS seulement depuis 1985. Sont venus ensuite et très récemment les droits civiques, donc le PACS en 99, le mariage pour tous en 2013, et on se souvient de la violence du contexte dans lequel cette loi a été adoptée. À l'époque, on n'avait pas de députés encore nationalistes. J'aurais été curieuse de savoir comment ils auraient voté. Et puis donc 2021, la PMA. Caroline Torres, je reviens encore un peu sur cette abstention parce qu'elle n'est pas anecdotique. Qu'est-ce que ça dit du positionnement du mouvement nationaliste, et même historiquement, par rapport à ces questions de société ? Il me semble, mais c'est de mémoire, donc il faudrait le vérifier, mais il me semble aussi
que les députés se sont abstenus de voter ou qu'ils étaient absents lors du vote qui concernait la proposition d'allongement du délai pour avoir accès à l'IVG. Il me semble qu'ils se sont abstenus aussi sur cette question-là. Donc l'ensemble de cette attitude, pour moi, ça dénote plutôt d'une posture conservatrice. Donc moins ouverte sur ces questions-là, on va dire, en tout cas. Donc il y a peut-être des questions à poser de ce point de vue-là. Et puis aussi sur l'absence de réaction, comme disait François, à certains événements, il y aurait besoin peut-être justement, en termes, on parle encore de visibilité, de reconnaissance de ces questions-là, d'affirmation d'une position claire. Et c'est peut-être aussi au nationalisme de se poser la question de son orientation globale dans le temps et dans l'histoire. Effectivement, quand on touche au symbole du roman nationaliste, du roman national, ça agresse une partie de l'opinion. Le militantisme, qu'il soit féministe ou LGBT, il y a des vagues de réactions. On a parlé de la PMA quand on a rencontré le député Castellani à Bastia. Il nous a dit non mais attendez, on a rencontré avec Anthony Casanova pour faire ce qu'une association LGBT est censée faire, c'est-à-dire défendre les droits des personnes LGBT. Le convaincre. Essayer de convaincre un élu. Voilà. Il y a eu deux choses. Le député Castellani nous a dit qu'on l'avait déjà sollicité bien en amont pour qu'il vote contre. On sait pas, hein, je sais pas, mais en tout cas, on reproche aux LGBT d'être un lobby, mais il y a des lobbies conservateurs et implantés déjà en Corse, dans la culture. Qu'est-ce qui s'est passé aussi à Maginage? Il y a un pare-feu automatique. C'est-à-dire, moi, j'étais sur le continent, dans le cadre de l'enquête de mon film, je suis arrivé à Bastia. Tu as vu ce qui s'est passé à Maginage? Ah, mais je t'arrête tout de suite. Il y a eu des avancées à un mineur. Je crois que les gens n'ont pas réalisé à quel point ce procédé dilatoire était là pour en fait détourner l'attention de l'agression homophobe. Et je dirais même que ce qui était très violent, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais en tant qu'homosexuel, je me le suis pris en pleine poire, c'est cette confusion entre l'homosexualité et la pédophilie. Caroline Torres, c'est là-dessus, est-ce qu'on c'est pire en Corse que dans d'autres sociétés similaires, vous pensez Ça reste assez difficile à dire. Il faudrait faire une étude comparative uniquement sur ça et sur d'autres aires. Mais je crois que c'est quelque chose de, encore une fois, accentué dans l'ère méditerranéenne de manière générale. Je pense que dans cette ère-là en particulier, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour des identités de genre, qu'elles sont encore assez figées, que c'est encore assez dur de les faire bouger. C'est très long en tout cas. Et dans le reportage, d'ailleurs, il y a une personne qui disait qu'un manque qui a été évoqué, c'est des cours sur la sexualité. Je pense que ça, c'est le premier pas évident. Il faut passer par l'éducation avant tout. Et ça permettrait d'aider nombre de jeunes gens qui sont dans des situations délicates, qui ne peuvent pas en parler forcément à leur entourage, etc. Déjà, s'il y avait un interlocuteur. Un interlocuteur, bien sûr. Voilà. Et puis même pour les actes homophobes, en 2021, 7 plaintes ont été déposées pour des actes homophobes. 2 en 2020, 12 en 2019 et 1 en 2018 seulement. Je précise qu'il ne s'agit que de dépôt de plaintes, mais combien d'agressions non signalées? Je pense que les agressions à caractère sexuel, de manière générale, il n'y a qu'une toute petite partie de personnes qui arrivent à aller jusqu'au bout du mécanisme judiciaire. Pour la question, je sais que pour la question des viols, en tout cas, là, on connaît les chiffres, c'est-à-dire qu'en gros, il y a environ 10% des personnes concernées qui portent plainte, et sur ces 10% de cas, je crois que le violeur est condamné dans, je ne sais plus, 20 ou 30% des cas. Donc on est vraiment, et je pense que on doit être à peu près dans le même ordre d'idée pour les insultes, etc., les agressions. Je pense qu'on est sur ces questions-là, on est à peu près pareil, c'est-à-dire que la masse, évidemment, c'est quotidien, c'est tous les jours, c'est tout le temps, et c'est parfois des petites choses. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent tant pis, je suis obligée de faire avec, etc. Et voilà, que ça arrive en permanence. Alors, il y a une étude, pardon. Juste, d'où l'importance de la visibilité. C'est pas, parce que ça aussi c'est très décrié, c'est pas pour le plaisir de s'afficher, c'est pas pour le plaisir de parler de son intimité, c'est pour libérer la parole, en fait. C'est pour permettre aux personnes qui sont potentiellement victimes de s'exprimer. Et je rejoins ce que vous disiez, c'est important aussi que des personnalités politiques ou du sport puissent montrer que c'est tout à fait possible dans n'importe quel milieu, en fait, et qu'on peut être homosexuel, ça pose pas de problème, parce que ça permet de libérer la parole sur les problématiques quand elles se posent, les problématiques de violence, de discrimination. Et sur justement ces problématiques de violence et de discrimination envers les jeunes, il y a une étude intéressante, une enquête intéressante de l'Université de Corse qui a été menée par la mission Égalité, dirigée
par Bruno Garnier, professeur. Alors, cette enquête le questionnaire a été envoyé aux 4500 étudiants de l'Université de Corse. 700 ont répondu, ce qui devient un échantillon quand même en sociologie assez conséquent. Et il apparaît que le premier motif d'injure, de blague ou d'insulte entre étudiants n'est pas l'orientation sexuelle ou le genre, mais que ce motif-là apparaît loin derrière l'apparence physique ou l'origine sociale, par exemple. Alors c'est un peu différent, les chiffres sont un peu différents lorsqu'il s'agit d'une injure d'un seul étudiant envers un seul étudiant ou lorsqu'il s'agit d'une injure d'un groupe qui prend pour cible un seul étudiant. Quand c'est le groupe, là, le motif est plus souvent lié en fonction de l'orientation sexuelle. Il y a un phénomène de meute, voilà, qui visiblement se crée. Mais voilà, avant tout, apparence physique, origine sociale. Est-ce qu'on n'est pas comme ça dans une société quand même qui porte une forme de violence quand même sociale en soi, qui dépasse largement le cadre de l'homophobie et dont l'homophobie ne serait qu'une seule des manifestations, quoi. À mon sens, c'est la nature humaine. Oui. Ça transcende la Corse. Enfin, on va surtout à l'adolescence, et je le dis d'ailleurs pour tous les jeunes téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, ça se tasse avec l'âge. L'adolescence LGBT, elle est particulièrement violente. Et les gens vont vous appuyer là où ça fait mal. Vous êtes gros, c'est parce que vous êtes gros, vous êtes efféminé ou masculine. On va vous tacler là-dessus, vous avez des boutons. On va vous taper sur les boutons, vous êtes pauvre. Voilà, Et la parole se libère. On l'a entendu dans le reportage de Pierre Nicolas. Les jeunes parlent plus facilement, même si la plupart ont parlé de manière anonyme. Mais parlent plus facilement. Et ça, c'est un progrès essentiel, évidemment. Je pense qu'on peut se réjouir de la libération de la parole, en fait. Après, bien évidemment, comme toute libération de la parole, il faut que ça puisse être accompagné dans un environnement bienveillant, sécure. Entendre, c'est bien. Écouter, c'est mieux, mais je pense que voilà, le but c'est aussi d'avoir des lieux pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire les choses et pour pouvoir être accompagné. Donc, et là, c'est pas le cas en Corse. Et là, on manque de ces lieux et structures. Il y a des structures évidemment d'accueil de l'adolescent, de la problématique adolescente, notamment sur le soin psychique. Maintenant, des lieux vraiment dédiés à la question LGBT, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Mais vous, par exemple, est-ce que vous ne pourriez pas, en tant que politique, aller chercher par exemple SOS Homophobie à Paris, organiser la présence d'une délégation en région? Est-ce que ça pourrait pas être votre travail d'aller les chercher si eux ne sont pas présents, ou en tout cas d'organiser leur venue, quoi, leur mettre peut-être voir avec une commune pour leur mettre à disposition un local, d'aider à leur installation. Je pense que les rencontrer, ça pose pas de souci, mais je pense aussi que c'est bien que ça soit des acteurs du territoire qui se saisissent de cette question. Mais vous êtes acteur du territoire. Non, des acteurs associatifs du territoire. Après, moi, je sais que professionnellement, en tant que psychologue, moi, je souhaite me former justement de manière un peu plus approfondie sur la question LGBT, sur la question de la transidentité, sur la question du genre, parce que même dans le domaine de la psychologie, pas tout le monde n'est d'accord sur ces questions-là. Ça fait beaucoup débat, mais moi je crois beaucoup, je dirais, au pouvoir commun et à l'intelligence collective et à la co-construction, entre acteurs, je dirais, politiques et acteurs associatifs. Après, je pense aussi que c'est au terrain associatif ici de pouvoir être accompagné et soutenu par la collectivité pour pouvoir avoir une activité pérenne et pas d'avoir des associations qui se mettent en sommeil parce que c'est compliqué, quoi. Alors, on évoquait l'égalité des droits. Il y a quand même un droit on en parlait rapidement tout à l'heure, mais ce serait important de développer un tout petit peu, c'est la question de la santé, un droit d'accès aux soins qui n'est pas exactement égal pour les personnes transgenres ou homosexuelles. François Charles. Je dirais même pour les Corses. Ouais, déjà pour les Corses, alors ça on est d'accord. Et on rebondit un petit peu sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que la Corse, il y a un double prisme minoritaire aussi. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi que le sentiment d'abandon institutionnel, d'éloignement. Donc la difficulté de rencontrer un spécialiste pour n'importe quel patient en Corse, n'importe quelle spécialité, encore plus quand on veut, par exemple, rencontrer un spécialiste de la transition. Pour les personnes transgenres, par exemple, c'est pour ça que les problématiques de santé sont importantes et que c'est là que rentrent les problématiques économiques, socio-économiques. Parce que quand vous êtes une personne transgenre, déjà c'est très très encadré. On n'a pas de soins d'unité, c'est des unités qui vont accompagner les personnes transgenres. Donc c'est des psychologues, des psychiatres, des endocrinologues. Donc ça veut dire qu'il faut se rendre sur le continent il faut être accepté parce qu'on va vérifier d'abord que vous êtes, que c'est pas un délire entre guillemets, que vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle la dysphorie de genre, c'est-à-dire que vous n'êtes vraiment pas en adéquation entre votre sexe ou genre assigné à
la naissance, enfin votre sexe biologique et la façon dont vous vivez à l'intérieur, c'est très long. Enfin, je veux dire, et surtout chez les jeunes personnes, parce que si on rentre dans un parcours de transition, c'est des, comment dire, il y a des transformations du corps, des prises en charge, enfin des traitements hormonaux qui sont possiblement irréversibles. Donc c'est très 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 encadré. Et je connais un cas pour lequel il a été très 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 difficile de se faire prendre en charge son billet d'avion par la sécurité sociale, Voilà. comme c'est le cas pour tous les Corses qui veulent aller consulter un spécialiste. Et là, qui plus est, puisque la spécialité n'est pas du tout pratiquée chez nous, donc, et cette personne a eu toutes les peines du monde à faire entendre à la sécurité sociale qu'il fallait qu'on lui, et c'était un adulte, hein, qu'on lui prenne en charge son billet d'avion. Donc il y a une vraie, là pour le coup, inégalité. Une inégalité entre Corses et continentaux. Et effectivement, là-dedans rentrent les LGBT en plus, qui ont des pathologies particulières en santé mentale, en santé sexuelle, notamment pour les lesbiennes, pour les homos avec la prévalence du VIH. Il y a des vraies problématiques d'accès aux soins et évidemment les parcours de transition sont particulièrement compliqués pour les personnes qui seraient dans des situations économiques complexes. C'est un peu le problème de la santé en Corse et de cette précarité. Et où et je pense que le droit à la santé est un droit universel et que c'est pas des caprices de vouloir aller voir un spécialiste sur le continent quand on a une pathologie, parce que je pense que. Et puis ça dépasse aussi le cas des personnes transgenres, parce qu'il y a aussi des pathologies qui sont spécifiques. Attention, parce qu'on va se faire taillader sur les réseaux sociaux si on dit que la transidentité est une pathologie. Non, c'est vrai, pardon. C'est pas du tout à ça que je pensais. Non, parce que ça peut être utilisé, manipulé, et sorti. C'est une pathologie. Non, c'est pas du tout une pathologie. Mais par contre, quand on est en transition, on a besoin d'être accompagné par des médecins. Voilà. Exactement, comme l'homosexualité. En tant qu'homosexuel, il y a une prévalence du VIH, donc ça nécessite, on en revient à la liberté, à la libération de la parole, de pouvoir le dire. Si vous allez voir un gynéco, vous êtes lesbienne, toute la gynécologie, elle est pensée pour la. Et oui, elle est totalement hétéronormée entre guillemets, et du coup, ça exclut les femmes lesbiennes qui ont des problématiques de santé sexuelle autres que celles des femmes hétérosexuelles, parce que vous allez souvent voir un gynéco pour votre contraception. Voilà. C'est là que. Et donc voilà, mais ça nécessite de pouvoir en parler, de pouvoir dire, moi j'ai des rapports sexuels avec une femme en tant que femme, ou moi en tant qu'homme j'ai des rapports sexuels avec un homme, d'où la libération de la parole une fois de plus. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir discuté aussi librement dans ce magazine Succeda, que vous pouvez voir en replay sur notre site internet. Merci aux équipes de France 3 Corse Via Stella qui ont permis la réalisation de cette émission délocalisée. Merci aux équipes de La Montagne de nous avoir si bien accueillis. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour la programmation de cette salle. Toujours très attirante, une messe noire est notamment prévue la nuit du 25 décembre, je vous rassure, rien de satanique, il ne s'agit que de musique et de faire la fête. Prochain numéro de Succeda, eh bien ce sera en début d'année prochaine, et d'ici là, ne manquez pas sur Via Stella, le vendredi soir un peu avant minuit, une nouvelle émission passionnante qui parle librement de sexualité, au fond des choses, c'est son titre concocté par Marie-Ange Philippe. C'est excellent, je vous la conseille vivement. Et écoute, tout est dit. Bonne soirée et bonne nuit.